Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour ce 80e épisode, nous allons partir à la conquête du cerveau. Avec mon invité Violaine Berthet de Holby, nous allons tenter de comprendre comment celui-ci fonctionne afin de nous faire avancer et de nous sentir bien dans un monde stressé et pressé par les événements climatiques et sociaux que nous traversons. Une interview tout en décontraction et sans prise de tête. Bonjour Violaine. Bonjour. Est-ce que donc vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous raconter un peu la genèse d'Holby ? Alors, je m'appelle Violaine Berthet, j'ai 41 ans. Je suis avocate de formation. Ensuite, j'ai bossé dans le social, dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Et puis en 2017, virage. Et j'ai décidé de créer ma société, donc qui s'appelle Holby, pour accompagner les entreprises et les collaborateurs sur la question de l'épanouissement au travail et des méthodes, de meilleures méthodes pour travailler, pour sentir mieux au travail. D'accord. Alors concrètement, c'est quoi ces méthodes ? Comment ça fonctionne ? Alors ça a pas mal évolué depuis 2017 évidemment. Heureusement que j'ai évolué, je me suis pas mal formée. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça passe avant tout par une meilleure connaissance des mécanismes de notre cerveau. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais en fait, on se rend compte qu'on connaît mal comment fonctionne notre cerveau et que quand on découvre comment il fonctionne, du coup, on agit de façon complètement différente, que ce soit en termes de management, de direction d'entreprise, mais aussi en tant que collaborateur, comment on construit son quotidien au travail. Ok, donc tout ça, vous avez des études spécifiques justement au niveau des neurosciences ou ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Je suis praticienne en approche neurocognitive et comportementale, donc je me suis formée à l'Institut des neurosciences qui se situe à Paris et à Bruxelles. D'accord. Ah oui, en gros lobe trotteuse encore un petit peu en plus. Oui, alors j'ai essentiellement été sur Paris, faut être honnête. Un petit peu Vichy aussi. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a des masterclass qui sont aussi organisées sur Vichy. D'accord. Donc vous avez lancé les ateliers Crâneur. C'est quoi exactement ces ateliers ? L'atelier Crâneur. Alors l'atelier Crâneur, il est né d'une réflexion pendant le confinement, où je voyais les gens qui petit à petit allaient de plus en plus mal et réagissaient de plus en plus à la peur, n'est-ce pas ? On a été bien baignés dans la peur pendant 2 ans et demi et encore aujourd'hui. Et connaissant les mécanismes du cerveau, je savais que c'était mortifère et que il y avait peu de chances qu'on s'en sorte bien si on continuait comme ça. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi pour contribuer justement à ce que ça se passe mieux, à ma toute petite échelle, et pour que j'arrête de ruminer dans mon coin. Et donc je me suis dit, j'ai envie de mettre en place des ateliers. Alors à la base, ça devait être des ateliers d'1 heure, une fois par semaine. Et puis en fait, je me suis dit que c'était beaucoup plus adapté de faire 2 journées. Donc l'atelier Crâneur, c'est 2 journées de formation, 9h-17h, espacées de 8 à 15 jours, ça dépend des sessions. Pourquoi, on peut en reparler. Et l'idée, c'est de faire de la vulgarisation des neurosciences. Vulgarisation, alors c'est un terme qu'on n'aime pas forcément, mais là c'est dans le sens vertueux du terme, c'est-à-dire porter la connaissance, une connaissance qui peut être scientifique ou un peu complexe, à la portée de tout le monde en fait, pour qu'on puisse l'utiliser dans notre quotidien. C'est vraiment ça, on part des neurosciences et on l'amène dans notre quotidien, dans nos réactions au quotidien, dans notre vécu au quotidien, pour pouvoir changer nos comportements si on a envie d'évoluer sur certains aspects de notre vie. D'accord, il y a combien de personnes sur chaque session que vous accueillez en même temps ? Alors, c'est des groupes de 8 à 10 personnes. Pas plus, parce que on a beaucoup d'échanges pendant ces ateliers, parce qu'on part vraiment, c'est pas du tout du descendant. Alors évidemment qu'il y a des apports, mais ce qui est important, c'est que vraiment les gens puissent s'exprimer sur eux, ce qu'ils vivent, et qu'on puisse raccrocher ça, pour le coup, à des mécanismes neuronaux, pour bien faire le lien. Donc c'est des petits groupes dans lesquels il y a vraiment beaucoup d'échanges. D'accord. Et donc le pourquoi de l'espacement entre les 8 et 15 jours, ils ont des devoirs à faire ou ce genre de choses ? Oui. Alors il y a des petits devoirs avant, et puis à la fin de la première journée, il y a des expérimentations à faire sur la semaine ou les 15 jours qui espacent de la deuxième journée. C'est hyper important parce qu'en fait, quand on commence à découvrir comment fonctionne le cerveau, il va falloir beaucoup s'observer. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps de s'observer, puis surtout, on n'a pas forcément les bonnes clés pour s'observer. Oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de repartir avec, à la fin de la première journée, la plupart du temps, c'est assez rigolo parce qu'à la fin de la journée, ils en ont plein la
tête. Ils ont l'impression d'avoir la tête qui va exploser. Je leur dis, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Le contraire serait étonnant. Et puis, ils vont, pendant une semaine ou 15 jours, observer, en fait, par rapport à ce qu'on a vu dans la première journée étant essentiellement basée autour des mécanismes du stress. Donc, ils vont s'observer, en fait. Et j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi quand ils reviennent une semaine ou 15 jours après, parce qu'ils ont plein de choses à dire, ils ont fait plein de découvertes, et puis on a plein de matériel pour continuer à travailler sur des situations vraiment concrètes. D'accord. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que notre cerveau, il actualise en permanence les informations, qu'il absorbe. Donc l'idée, c'est aussi de lui faire absorber les informations qu'on a envie qu'il absorbe à partir de maintenant. Et du coup, il y a aussi besoin de ce temps d'actualisation. Oui, finalement, d'apprentissage et que ça rentre dans le cerveau, du coup. Exactement. Ouais, que le cerveau, comprenne ces informations, qu'il les vive, qu'il les expérimente, et puis qu'il les enregistre, en fait. Est-ce que vous avez une anecdote spécifique sur un atelier, quelque chose qui s'est passé de formidable, je sais pas, avec un participant Alors, il y a eu beaucoup de choses assez formidables. Oui, j'en ai plein là qui me viennent en tête. Je me souviens d'une image que je projette en tout début de formation et où les gens sont un petit peu dubitatifs. Et c'est rigolo parce qu'au bout d'1 heure, 2 heures, parfois c'est une demi-journée, il y a tout d'un coup un déclic et les gens me disent « Ah, mais je comprends. Ça y est, je comprends pourquoi tu nous as mis cette image. » Ça, et puis j'ai le souvenir. Alors, j'en ai plein, mais il y en a un qui est assez... qui m'a vraiment plu. C'est un papa qui était venu là. Alors, il était venu parce que dans son travail, il avait des choses qu'il voulait améliorer dans son comportement. Mais évidemment qu'on a le même cerveau au travail et à la maison. Et en fait, le deuxième jour, il est revenu en me disant écoute, en fait, mes enfants m'ont dit « Mais t'es tellement moins stressé, papa ?» Parce que lui, il nous avait raconté que le matin, il était très stressé, un peu comme nous tous. Et ça criait, il fallait se dépêcher. Et là, voilà, au bout de 15 jours, il y avait un énorme changement. Il avait pris conscience des mécanismes et du coup, il pouvait agir dessus. Et ses enfants lui avaient fait la réflexion. J'avais trouvé ça génial. Excellent. Et alors, c'est ouvert à tout le monde? C'est pas que les professionnels, c'est aussi les particuliers, des étudiants, des retraités? Ouais, c'est ouvert absolument à tout le monde. En revanche, le point d'entrée, c'est quand même l'amélioration de la vie professionnelle. Maintenant, dans les ateliers, évidemment que même si les gens viennent avec leur casquette de professionnel, on va vite sur des exemples de la vie privée et peu importe, parce que déjà, on est en confiance, on fait un cercle de confiance quand on est à l'atelier Crâneur. Ce qui se passe à l'atelier Crâneur reste à l'atelier Crâneur. Et puis aussi parce que de toute façon, on a le même cerveau et moi, ce qui compte pour moi, c'est que les gens comprennent le mécanisme. Donc le mécanisme, de toute façon, au travail ou à la maison, c'est le même mécanisme. Sauf que c'est dans des contextes finalement différents qu'on l'utilise. Ouais. Tout à fait. D'accord. Alors c'est presque un pléonasme de dire qu'il y a urgence à changer de modèle de société avec notamment la crise climatique que l'on vit. Alors une majeure partie de la population, pour ne pas dire toute, est au courant que c'est en train de se produire et pourtant les gens, et en tout cas la plupart des gens, font l'autruche et continuent comme avant. Est-ce que notre cerveau a quelque chose à voir avec cela, Violaine Bertheil ? Oh, certainement. Ouais. Certainement. Alors, on pourrait en parler des heures. Pour simplifier les choses, en fait, notre cerveau, il a un mode de réflexion qui est quand même assez basé sur le coût-bénéfice. Et le coût immédiat, surtout. Donc, forcément, si vous faites le lien avec la question que vous venez de me poser, arrêtez de me chauffer à 22 et avoir froid tout de suite pour peut-être un jour que la planète se porte mieux. Le cerveau, il a vraiment du mal à enclencher l'effort parce que le bénéfice, il n'est pas palpable pour lui aujourd'hui. Ok, donc en fait, on est vraiment dans un mode de fonctionnement d'immédiateté finalement. C'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent très bien au final, parce que ça nous donne à manger tout de suite. Exactement, ça c'est le circuit de la récompense qui fonctionne très très bien. Notre cerveau, il est quand même très sensible à ça, il est très sensible à la peur, il va réagir très vite, mais avoir froid, ça peut aussi quelque part activer ces circuits de la peur, et il est très sensible au circuit du plaisir immédiat. D'accord. Alors vous avez eu une expérience, on va dire, d'espace de coworking qui s'appelait La Ruche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette expérience ? Ouais, c'est une expérience qui a démarré en 2018
avec 2 rencontres, un appartement qui était vide, et puis moi ça faisait 1 an à peu près que j'avais mon entreprise. J'avais pas forcément trouvé de bureau qui m'allait, qui me convenait. Voilà. Et vu que moi je fonctionne beaucoup à l'expérience, c'est-à-dire on se lance et puis on voit au fur et à mesure. Comment ça se passe? On s'est lancé, donc on a rénové cet appartement-là. Et puis, dans notre environnement, on avait pas mal de gens qui cherchaient des endroits pour travailler. En 2018, on n'était pas dans la multitude de propositions qu'il y a aujourd'hui pour le coworking. Et donc, c'était un appartement qui devait faire, je crois qu'il faisait 80 mètres carrés, donc pas très grand. Et on avait réussi à aménager une petite dizaine de postes de travail. Et on a vu passer, je pense, 15, 20, ouais, peut-être même plus. Hein. Je me rends pas compte. J'ai pas fait le compte, mais il faudrait que je le fasse un jour par curiosité. Entrepreneurs qui avaient envie de travailler, à côté d'autres personnes, mais dans une sorte de cocon. Et c'était ça, la ruche, c'était un cocon où on pouvait partager, les jours où ça allait, les jours où ça n'allait pas, nos doutes. La plupart, on était plutôt dans une phase de lancement. Donc c'est une phase où on a vraiment besoin de se rassurer. Tout à fait, c'est clair. C'était une très chouette expérience et j'en ai gardé beaucoup de très bons contacts et puis les gens venaient aussi découvrir la ruche. Donc c'était assez sympa. Et on peut vous demander pourquoi vous avez arrêté finalement ce projet ? Alors j'ai arrêté ce projet parce que j'avais trop de projets. Entre mon entreprise Olby, l'espace de coworking et d'autres projets connexes. Je me suis rendu compte au bout d'un moment, et pendant le confinement, comme beaucoup de gens, que finalement, la semaine, elle faisait que 7 jours, les journées 24 heures, et que là, c'était plus possible. Donc, on en a parlé tous ensemble. Moi, j'ai demandé aux uns et aux autres ce qu'ils en pensaient, si je pouvais déléguer certaines choses. Il n'y avait pas forcément moyen de déléguer, donc la décision est venue de se dire, parfois, il faut prendre des décisions qui ne nous satisfont pas forcément pleinement, mais qui sont nécessaires. Ouais, donc comme ça, l'aventure, finalement, s'est arrêtée. Tout à fait. D'accord. Alors, on sait qu'il est important aussi de graviter dans un écosystème plutôt sain, serein, que ce soit donc professionnellement et personnellement. Comment vous avez mis en place, vous, votre propre écosystème pour garder de la sérénité ou ce genre de choses, et pour avancer au niveau du travail ? Ouh là là, alors plein de petites choses, et puis il faut savoir que je pense qu'il faut aussi rester hyper flexible, c'est-à-dire qu'en fonction des périodes, on n'a pas besoin non plus des mêmes choses. Tout part de la connaissance de soi, bien se connaître. Moi, j'ai besoin de travailler dans un environnement, autant les lieux que les personnes qui me conviennent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai régulièrement bougé. Alors non, c'est pas pour ça que j'ai régulièrement bougé. En fait, je suis en train de me dire que c'est 2 choses différentes. J'ai aussi beaucoup besoin de mouvement et de changement. Donc voilà, les 2 font que j'ai travaillé dans plusieurs endroits très agréables avec des gens hyper sympas et que j'ai aussi régulièrement bougé. Et puis alors après, moi, c'est des routines personnelles, c'est du sport. Pour moi, c'est une hygiène de vie qui est absolument indispensable. Et puis en effet, faire certains choix dans des routines quotidiennes. Pas forcément écouter les informations ou plus à certaines périodes. Sélectionner, le mot est un peu rude, mais en tout cas être attentif à son environnement et surtout réussir à ressentir ce qui peut se passer quand on est au contact de certaines personnes et être attentif à si à l'intérieur c'est plutôt agréable ou si ça coince, voilà. Donc j'ai une immense chance aujourd'hui, c'est que moi j'évolue dans un environnement où je dis souvent pour rire, pardonnez-moi du terme, mais en fait je croise très très rarement des cons. Alors ça c'est pareil, on pourra en parler, en rigoler, parce que voilà, est-ce que c'est moi qui vois des cons ou est-ce qu'il y a vraiment des cons, c'est une grande question, mais en tout cas c'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est de me dire mais à une époque il y avait pas mal de gens qui m'enquiquinaient autour de moi et aujourd'hui c'est plus le cas, magique. Est-ce que c'est votre connaissance maintenant aujourd'hui du cerveau qui fait que vous arrivez à identifier plus facilement des comportements et des comportements qui sont plutôt toxiques pour vous? Peut-être que c'est... Alors ça pourrait être ça, je pense que... Alors oui, peut-être avec cette capacité de réagir et de s'exfiltrer dans ces cas-là. Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'à force de travailler sur son cerveau,
devient aussi beaucoup plus tolérant. Parce que quand on comprend les mécanismes neuronaux, finalement, au bout d'un moment, en face de soi, on n'a plus quelqu'un qui est désagréable, mais on a quelqu'un où on se dit, tiens, il est pas bien. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que certain, je me sens pas forcément attaquée, je me dis, le pauvre, il aurait peut-être besoin d'un petit atelier crâneur. Et on vous a jamais dit peut-être que vous pouviez avoir un côté manipulateur, étant donné qu'on connaît les mécanismes du cerveau. C'est un peu ce qu'on peut dire, notamment par rapport à ceux qui font de la publicité, qui connaissent aussi les mécanismes de fonctionnement au niveau social, au niveau justement scientifique et neuronaux. On vous a jamais fait ce genre de remarques? Si, alors j'ai eu ce genre de remarques, mais plutôt en amont, c'est-à-dire quand j'interviens parfois en entreprise, en séminaire ou en conférence, ou quand j'interviens sur des équipes, parce que je suis appelée pour faire un accompagnement sur une équipe, parfois les managers ou les dirigeants peuvent me dire « Oula, ils sont pas très rassurés quand on leur a parlé de neurosciences, ils ont peur que vous analysiez leur cerveau. » Voilà, donc c'est de la... moi, je me positionne avec quelque chose de très rassurant. Je lis pas à travers les gens, ça se passe absolument pas comme ça, je suis pas mentaliste. Donc, une fois qu'on en a parlé, mais parfois c'est nécessaire d'en parler, d'aller chercher les peurs qu'il peut y avoir pour les dépasser. Mais ça reste quand même assez rare. Mais peut-être que certains me voient comme ça et ne viennent pas à moi justement à cause de ça. Oui, c'est possible. Parce qu'ils ont peur. Donc il faut qu'ils travaillent leur peur. Tout à fait. C'est la clé. C'est tellement génial de travailler sur ces peurs. Ah bah peut-être, si vous le dites. Ouais, vraiment. C'est il y a différentes façons de travailler sur ces peurs. Donc aller à l'atelier crâneur, bien évidemment, ou alors je sais pas moi, faire quelque chose à sensation peut-être, non, ce genre de choses. Oui, ça peut être dans une certaine mesure une confrontation à ces peurs. Ouais. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont baignés dedans. Maintenant, je pense que ça va vraiment dépendre de comment évolue aussi la situation. Moi, aujourd'hui, ce que j'entends dans mon entourage, c'est dans les générations autour de 20-25 ans, des gens qui sont assez sensibles à l'écologie. Des plus jeunes, j'entends aujourd'hui, de toute façon, c'est foutu, donc ça sert plus à rien. Donc voilà, je me pose la question en fait de ce que ça va donner justement cette génération-là. Ouais, est-ce qu'ils ont encore de la motivation ou pas? Il y a un côté de toute façon, on fonce dans le mur, donc autant en profiter à fond. Ça peut être une réaction. Ouais. Ça peut être une réaction en effet. Ouais. Comment on peut vous contacter ou comment on peut participer à un atelier crâneur? Bonne question. Alors, il y a mes coordonnées sur le site internet de Olby. J'ai une page LinkedIn également. Et sinon, il y a des flyers qui passent un petit peu partout. En tapant mon nom sur internet ou Olby, on trouve mes coordonnées. D'accord. Il faut m'appeler directement. Comment ça s'écrit, Olby peut-être? O-L-B-E-E. D'accord. D'ailleurs, pourquoi ce nom? Je suis en train de me poser la question. Parce que quand on réfléchit, on se dit, bi peut-être, moi je pense aux abeilles tout de suite. Il y a un lien avec la ruche tout à l'heure. Et même pas. Même pas. Ouais. Et après, Olby, les neurosciences. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Ouais. En 2017, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai cherché un nom qui ait un sens. Mais en même temps un petit peu caché parce que c'est quand même plus drôle. Et donc Olby, ça veut tout simplement dire oser le bonheur en entreprise. D'accord. Voilà. D'accord. Et l'idée, c'est que en adoptant des méthodes de travail différentes, on peut être vraiment mieux dans son travail. Super. Merci beaucoup en tout cas Violaine Berthet pour cet échange très très intéressant, très constructif, et ça montre que on a encore beaucoup de choses à apprendre sur soi et allez voir justement Atelier Crâneur sur internet. Donc Olby, le spécialiste de la motivation et de l'épanouissement professionnel. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.